Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente La campagne électorale. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de Emmanuel présente. Et avec une campagne électorale fédérale, on n'allait pas rater l'occasion. C'est la raison finalement pourquoi on est de retour un peu plus tôt que prévu. Mais on était confronté à un dilemme. Comment garder l'esprit de notre émission, de notre podcast, de nos rencontres qui veulent aborder la politique, mais de manière absolument non partisane, alors qu'une campagne électorale, c'est l'ultime partie d'échec partisane. Eh bien, finalement, on a décidé d'aller à la rencontre de certains types de politiciens pour vous, les politiciens issus des principaux partis. Et donc, on va vous offrir 5 épisodes spécial campagne électorale. On va aller à la rencontre du ministre, du lieutenant politique, de la recrue, du doyen. Mais aussi, pour partir le bal, on s'est dit qu'on irait à la rencontre des organisateurs politiques. Pourquoi? Parce qu'on a souvent cette image de gens machiavéliques qui tirent les ficelles par en arrière. Mais vous allez voir, c'est ceux dont on parle le moins, qui ont le plus d'influence sur les campagnes. C'est aussi des gens fondamentalement passionnés par la politique. Et donc, on est allé à leur rencontre sur la route, là où ils sont. Suivez-moi. Ça, c'est du char, madame. Ça, c'est du char. Ça tâche parce qu'on sait comment je conduis. Et là, Étienne, qui nous prête la voiture de Cube, Étienne Dion, il m'a dit, là, oubliez pas, vous êtes en représentation, là, partout dans la ville, fait que faites pas de... brûlez pas de rouge, là. Donc, on commence par qui, Emmanuel? Alors, on se dirige vers les bureaux de Marc-André Leclerc, qui est le chef de cabinet de Andrew Scheer, le chef conservateur. Marc-André, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean. Petit gars, je devrais pas dire ça, mais qui a... Oh my God! Mais non, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean, ça se dit, ça? OK. Allez, OK. Hey, ça sent fort, hein, les petits arbres. Les petits sapins, hein? Sacrifice! Ça donne quasiment mal au cœur, hein? Tu veux l'enlever? Ah, mais c'est... Marc-André, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean, si vous me permettez l'expression. Un nageur qui a fait, je crois, à 6 reprises la traversée du Lac-Saint-Jean, qui a fait ses premières armes en politique, donc à Roberval, avec son père. Ensuite, il a travaillé pour Denis Lebel, qui était le lieutenant politique de Stephen Harper au Québec. Un des responsables de la campagne à la direction du parti de Andrew Scheer. Et puis, il est devenu chef de cabinet maintenant, mais il est un des principaux responsables là, de cette campagne électorale cruciale pour eux. Le rêve, bien sûr, c'est de faire élire leur chef premier ministre. Et fait intéressant, bon, Marc-André, c'est un vrai conservateur, vous allez voir, vous allez l'entendre, mais il incarne aussi, à sa façon, un changement dans la culture de ce parti-là. On est plutôt loin là, de l'époque où les médias, c'était les gros méchants, il y avait beaucoup de méfiance, etc. On a une culture beaucoup plus ouverte. Vous me direz que c'est peut-être... ça vient avec le fait d'être dans l'opposition, mais toujours est-il que pour nous qui faisons ce métier-là, on sent la différence très, très clairement. Est-ce qu'il y a encore ce feeling-là? Je fais mon curieux parce que c'est un peu mystérieux. Hein? Tout ce qui est organisateur politique, ça travaille dans l'ombre, donc il n'y a pas tant de grands reportages sur leur travail et sur leur façon d'opérer. C'est pas facile de les convaincre, de donner des entrevues. Pour le bénéfice de nos auditeurs, j'ai fait un contrat moral avec eux, si vous voulez, que je leur poserai tous essentiellement les mêmes questions. Et que le but, ça serait parler de eux
dans le même ton que le reste du podcast. Qui ils sont, pourquoi ils font de la politique, qu'est-ce qui les enthousiasme, qu'est-ce qui les fait rêver, c'est quoi les défis d'une campagne, etc. Mais de pas rentrer dans la joute méticuleuse de la campagne, les mettre face aux contradictions de leur parti, tout ça, parce que ça, on va l'entendre, on l'entend partout sur les ondes avec la campagne électorale. Donc, le but, c'était d'aller ailleurs, puis de faire découvrir qui ils étaient. Puis c'était sur la promesse que ce serait absolument équitable entre chacun que j'ai réussi à les convaincre de se prêter au jeu. Voilà. Marc-André Leclerc, 36 ans, directeur de campagne adjoint pour la campagne conservatrice. Marc-André, ça fait plusieurs années que vous êtes en politique. Si je vous demandais un mot pour vous décrire. Travaillant. C'est pas très original. Non, je sais, mais c'est ça. Oui. Travaillant. Je suis un travailleur acharné, je pense. C'est pour ça que j'aime la politique, parce qu'on peut mettre tout ce qu'on connaît, puis travailler fort. Puis je pense que c'est ça qui paye toujours dans la vie. Je pense pas que c'est une question d'être original ou pas, mais moi, je pense que pourquoi je suis en politique, pourquoi les gens me font confiance, parce qu'ils savent que je vais livrer la marchandise, parce que je vais travailler fort. Puis qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Ben, je pense que c'est un intérêt depuis que je suis très jeune de faire de la politique. Mon père a toujours été impliqué en politique de différentes façons. Même lui, il était conseiller municipal dans mon coin de pays au Lac-Saint-Jean. Et à partir de ce moment-là, c'est comme ça que je me suis intéressé en suivant l'actualité. Puis après ça, j'ai fait des campagnes municipales et fédérales à l'époque où Denis Lebel était le maire de Roberval, était mon maire, était l'ami de mon père et tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai goûté à la politique. Puis, vous êtes aussi un athlète? Oui. Pendant longtemps? Oui. Qu'est-ce qui vous a mené à la natation? Encore là, je pense que c'est l'influence de chez nous. À Roberval, on a le plus prestigieux marathon de nage en eau libre. Qui est 32 km. Fameuse traversée. La fameuse traversée du lac Saint-Jean, 32 km entre Péribonka et Roberval. Donc, on parle environ d'un 6 à 8 heures de nage que j'ai fait là à 6 reprises au début des années 2000, entre 2002 et 2007. Et c'est le travail qui t'amène là. C'est vraiment... Et à tous les jours, dans mon rôle... quotidien comme chef de cabinet et le rôle que j'aurais à jouer durant la campagne, je trouve que c'est vraiment ça qui paye. C'est vraiment ça. C'est cette discipline-là, c'est la rigueur. C'est l'impossible aussi. Traverser le lac Saint-Jean, faire élire un conservateur au lac Saint-Jean, c'est... Oui, on travaille, c'est ça. C'est des bons défis. Mais alors, c'est quoi le plus gros défi d'une campagne électorale, surtout dans un pays comme le Canada, qui est tellement grand et où vous essayez de tout contrôler? C'est ça le but de la caravane du chef, des messages. Tu sais, je suis sûre que vous avez un calendrier quelque part, puis tout est planifié. Il regarde son bureau, on va aller fouiller. Mais en même temps, vous n'avez pas le contrôle de ce qui va se passer. Est-ce que c'est ça le plus gros défi? Le plus gros défi, c'est prévoir l'imprévisible. C'est le plus gros défi. Des fois, tu sais, quand on dit le jello, là, ça va être quoi le jello? Il va goûter quoi le jello dans 3 semaines? Ça va être quoi l'enjeu? Quel enjeu aujourd'hui qu'on ne peut pas prévoir? Qui va être une crise internationale? Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est terroriste, il y a pas eu, tu sais, au Canada, il n'y a pas eu d'incident, heureusement, là, tu sais. Mais je veux dire, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver qui va switcher, tu sais, puis ça va être un enjeu. Un enfant sur une plage en Syrie. Comme en 2015, ou une attaque, comme on a vécu ici à Ottawa. Tu sais, ceux qui remportent, ceux qui ils ont la capacité, justement, puis qui sont capables de sentir ça, tu sais, sentir qu'est-ce que le courant, là, c'est quoi le courant, là, où est-ce qu'on va aller, là, tu sais. La caravane, les annonces quotidiennes, les petits décors, les photo-ops, là, c'est pas un spectacle, je veux dire. Je veux dire, la politique, c'est C'est comme si pendant 35 jours, vous ne faisiez que des mises en scène. Ben, je pense que c'est
Ben, les débats aussi, c'est des mises en scène. Je veux dire, tout est un peu placé pour des mises en scène. Les gens, exemple, nous demandent allez-vous faire des campagnes positives ou négatives? Ben, on fait des débats. Les gens qui organisent des débats, c'est pas pour qu'on dise ah, mon Dieu, que t'as des beaux yeux. Je veux dire, c'est pour ah ouais, rendu dedans, puis les gens veulent un spectacle, puis là, on fait des shows avant débat, après débat pour créer ça. Mais en même temps, là, il faudrait qu'on fasse des campagnes positive, t'sais. Fait qu'il y a quand même, il y a une ironie là-dedans. Il y a une ironie dans dire, OK, les médias puis les gens sont tannés du négatif, mais on va vous mettre dans une enseigne pour être négatif. On fait pas un débat pour être positif, là, t'sais. Mais je pense que c'est la nature. Je veux dire, la politique, c'est ça. Je veux dire, les gens veulent entendre des idées, puis on décide que on pourrait décider que l'élection est le 21 octobre, puis il n'y a pas vraiment de campagne, c'est comme le day-to-day qui conduit, mais là, on a des caravanes, puis on met des photos. Est-ce que ça fait une différence, la caravane, les photos, tout ça? C'est quoi la part dans le succès? Ce qu'on sent, c'est que moi, je dis toujours, j'appelle ça la moyenne des ours, là. Le Canadien moyen ou le Québécois moyen. Oui, la famille qui travaille. C'est ça, la famille qui travaille. Qui regarde ses nouvelles, qui lit un journal le matin en déjeunant. Nous, on lit tout, là. Tu veux dire... Là, je me casse la tête comme staff politique, comme stratège. Je dis, OK, là, Emmanuel, elle a dit ça, mais ça aurait peut-être mieux qu'elle dise ça. Puis là, ouais, telle virgule, c'est bon, mais là, tu sais, ça donne telle image. Mais mon frère, là, qui a 3 enfants, là, qui travaille pas en politique, là, à Beauport, là, lui, là, il a passé combien de temps dans sa journée à penser à la politique fédérale? Pas beaucoup. Ça arrive pendant l'élection parce que les gens pensent à l'élection à ce moment-là. Donc, le but d'une campagne, c'est de créer la vague. Exact. Oui. Pour rester dans la notation, oui. J'ai une question difficile à chacun d'entre vous. Oui, allez-y. Okay? Alors, j'y ai pensé, elle est écrite, sont toutes déjà prévues. Parfait. Qu'est-ce que vous dites comme conservateur aux gens, tu sais, qui aiment les conservateurs, mais qui craignent la droite religieuse? Les enjeux, avortement, mariage gay, etc., là, tous ces enjeux paratonnerres-là et les compressions budgétaires. Mais qui craignent avant tout la droite religieuse dans votre parti. Moi, je pense que la beauté du Parti conservateur, c'est que c'est un parti qui regroupe des gens avec différents points de vue sur des questions qui sont plus sociales, où chaque individu a sa vision bien personnelle sur chacun des enjeux. Nos positions sont claires. On va pas rouvrir ces débats-là dont tu viens de parler, mais je veux dire, les gens ont le droit d'adhérer à notre parti pour avoir ces positions-là. Mais à la fin, le chef était clair. Il a dit sur des tribunes importantes, comme tout le monde en parle, par exemple, qu'il n'allait pas rouvrir. On n'allait pas rouvrir ces débats-là. On était 10 ans au pouvoir comme conservateurs. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé par rapport à ça, tu sais. Ça n'arrivera pas. Fait que, je veux dire, c'est de la peur. Puis ça veut arriver. On a eu 4 ans majoritaires. On aurait pu passer tous les projets de loi. On aurait pu faire la pluie et le beau temps dans ces enjeux-là. Puis on l'a pas fait. La différence entre le Québec et le reste du Canada dans votre métier? L'émotion versus la raison. C'est beaucoup l'émotion. On parle beaucoup avec notre cœur. On est proche de nos sentiments. Les Canadiens hors Québec, les Canadiens anglais sont plus rationnels. On est plus sur la raison. Fait que ton argumentaire pour faire passer tes idées, faut que ce soit des argumentaires plus rationnels qu'émotifs. Je pensais que tu allais dire le rapport au Canada. Tu sais, un truc hyper intellectuel et stratégique, là, c'est vraiment... c'est plus basic que ça, là. Oui, mais c'est comme avant de faire des grandes choses stratégiques, faut que tu comprennes comment les gens raisonnent, tu sais, parce que la politique, autant pour les politiciens ou pour nous à l'interne, c'est l'art de convaincre. La chose que vous voudriez accomplir dans cette campagne, on s'entend? C'est remporté, c'est sûr et certain. C'était trop facile. Ouais, je pense que, tu sais, je veux dire, il y a pas, tu peux pas mettre des heures là-dedans, les sacrifices. Moi, c'est ma 3e campagne nationale. J'ai fait les 2 premières en 2011, en 2015. Ce qu'on appelle le fameux War Room. Oui, le QG, là. Le QG, le quartier général, le centre de planification. Là, les gens, ils veulent tous visiter ça. C'est moins excitant qu'on pense. Oui? C'est parce qu'à un moment donné, t'es 36 jours, t'es là 15 heures, 16 heures par jour. Il y a une excitation, c'est le fun. C'est une expérience incroyable.
Mais à la fin, là, le 34e jour, là, les murs, t'es plus capable de les voir. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une espèce de... Tu sais, il y a une espèce de quotidien qui s'installe, d'adrénaline, t'as des moments forts, mais maintenant, c'est de gérer tout ça. Là, cette fois-ci, c'est ma troisième, et c'est une nouvelle expérience pour moi d'être sur l'avion, là, la caravane avec les autobus. Ça, c'est une bulle totale, là, complètement déconnectée de la réalité. Là. Ben, c'est ce qu'on me dit. J'ai hâte de voir. Je vais essayer de rester connecté. Je vais essayer de rester connecté. Ce qu'on me dit, c'est ça. Parce qu'on est dans une bulle, on est dans notre monde, on est dans les événements. Fait que pour moi, ça va être une première. C'est des sacrifices. J'ai 2 jeunes filles, 16 mois, 3 ans et demi. C'est un peu de l'organisation familiale. Conjoint? Oui. Mais avec des beaux-parents puis des parents en or. Fait qu'ils vont venir nous aider ici à Gatineau pour pendant ces 5 semaines. L'histoire la plus étonnante que vous avez entendue en politique. C'est une anecdote comme... J'y pense, là. J'ai vu ton papier, j'ai essayé d'y penser. Puis j'avais une idée, puis là, j'avais une idée. Tu me diras, c'est très bien. Oui. Ton anecdote? Oui. J'ai une anecdote, oui. Bon, là. Oui, j'ai une anecdote qui va amener aussi à un autre phénomène en politique. Il y a une tâche ingrate d'être à Ottawa quand tu travailles en politique, c'est que cette déconnexion-là de la bulle, tu sais. Souvent, on dit « Ah, tu sais, Ottawa, puis tu sais, ils savent pas comment ça marche sur le terrain, puis la gang à Ottawa. » Vous êtes les gros méchants. Oui, on est tout le temps les gros méchants, puis les gens qui sont sur le terrain, les candidats, les bénévoles, des fois, ils aiment ça, utiliser ça, j'ai vu ça dans le passé. Ah, tu sais, mais c'est pas ma décision, mais tu sais, c'est la gang à Ottawa, tu sais, puis eux autres, ils savent pas comment ça marche, le Québec, tu sais. On était à l'élection en 2011, oui. Puis je travaillais avec les différents comtés sur le terrain, puis j'avais décidé d'organiser une appel-conférence avec les gens qui étaient dans le comté de Chicoutimi-Le-Fjord. Peut-être jour 2-3 de la campagne. Fait que là, je dis à l'équipe là-bas, on va avoir une appel-conférence ce soir, mettons, à 7h. Fait que là, je pensais avoir 2 personnes sur la ligne. Finalement, il y avait fait plus élargi, peut-être 7-8 personnes sur la ligne, tu sais. Fait on parle de tout ça, mais je connais pas tout le monde qui est sur la ligne, tu sais. Et fait que là, j'explique, tu sais, les stratégies, vous devriez faire ci, je devrais faire ça. Et un moment donné, il y a une madame qui est sur la ligne, qui prend le crachoir, comme on dit, puis qui lui dit Marc-André, t'as l'air bien gentil, là, mais tu sais, là, ça, là, c'est tes stratégies d'Ottawa, là. Elle dit, nous, là, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça marche pas de même, là. Tu ne connais pas. Là. Et là, ça commence, la madame, pendant... Et moi, là, je la laisse parler. Ça pouvait être pas le meilleur endroit pour quelqu'un me fasse cette espèce de, tu sais, Ottawa, là, vous connaissez rien, puis nous autres, c'est différemment, parce que ce que tu comprends rapidement en politique, c'est que chaque circonscription est différente. Hein? Pour chaque député, sa circonscription est spéciale, puis ça marche pas comme ailleurs. T'sais. Fait que là, je laisse la madame à défile, puis là, tu comprends pas. Puis ça, c'est Ottawa. Puis ça, c'est des stratégies. Il y a personne qui l'arrête au bout du fil. Non, eux autres, ils la laissent. Mais moi, je la laisse aller. T'sais, allez-y, madame. Fait que là, elle termine. Fait que là, je dis, madame, je dis, effectivement, je suis assis à Ottawa, mais la beauté de la chose, c'est que je suis né à Roberval, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai traversé 6 fois le Lac-Saint-Jean. J'ai travaillé à faire élire Denis Lebel en 2007, en 2008. Fait que je pense que je connais un peu comment ça marche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Silence radio. Elle s'est excusée. On a poursuivi l'appel. Fait que c'est, tu sais, cette espèce d'idée préconçue-là, tu sais, c'est d'arriver puis de dire, tu sais, ça c'est correct, ça c'est pas correct, tu sais, parce que tu viens pas, tu sais, je prends pas ton conseil parce que tu viens pas de chez nous, tu sais. Puis ça, en politique, souvent, on voit ça, tu sais, cette disconnexion-là entre les gens qui sont dans cette fabuleuse bulle à Ottawa puis les gens sur le terrain, tu sais. La leçon la plus importante que vous avez appris en politique? Qu'est-ce que j'ai le plus important en politique? Ah, oui. Pas faire de promesses que tu ne peux pas respecter. Même à mon niveau, là. Je parle pas au niveau de politicien, là. Mais quand tu dis à quelqu'un, par exemple, ou ce soit un élu qui t'appelle, puis il a besoin de quelque chose, puis que tu t'envoies un courriel, puis là, des fois, tu dis,
si tu penses là, que ça va se régler tout seul, là, ça se règle pas tout seul, tu sais. Fait que si t'as promis, je m'occupe de ton dossier, là, puis tu le prends, puis tu le mets en dessous de la pile, là, puis tu t'en occupes pas, là, lui, il t'oubliera pas que t'en as parlé, puis il attend un retour, tu sais. Fait que c'est toute cette notion-là de... Si t'es pas sûr, si tu penses que tu pourras pas le régler, puis tu pourras pas le faire avancer, puis ou ce soit avec un candidat qui veut une promesse... J'aimerais ça annoncer pendant la campagne telle affaire, puis tu dis, ouais, ça va être correct, là, pendant ce temps qu'il va oublier, là. Ça va t'en revenir, tu sais. Puis souvent, ce qu'on voit en politique, c'est même dans le staff. Je parle pas de politiciens, c'est c'est beau, je vais te régler ça. Non. Si tu dis que tu le règles, si tu dis que tu vas le faire, si tu dis que tu vas le rappeler, rappelle-le. Une bonne campagne. Merci. Continue. OK. Who's next? C'est qui le prochain? On s'en va rejoindre Olivier Duchesneau du Parti libéral du Canada. Olivier, c'est pas quelqu'un qui est issu des élites politiques traditionnelles, là, libérales, de Toronto, de Montréal. Il est né en région, il a fait ses premières armes politiques aux côtés de sa maman, imaginez, alors qu'il était encore adolescent. Je vais le laisser vous raconter cette anecdote-là. Il a fait ses premiers pas en politique au Parti libéral du Québec avant de sauter du côté du Parti libéral du Canada, de Justin Trudeau. Il a travaillé au bureau du premier ministre, aux communications, chef de cabinet de Jean-Yves Duclos, le ministre, le responsable de l'allocation canadienne pour enfants. C'est la première fois qu'il est en charge, qu'il a un rôle aussi senior dans une campagne électorale. Je vous laisse le découvrir. Donc, j'ai donné rendez-vous à Olivier dans nos bureaux de TVA à Ottawa parce qu'au Parti libéral, on ne laisse pas les journalistes entrer au QG. Olivier Duchesneau, j'ai 34 ans, je suis directeur adjoint de la campagne nationale du Parti libéral du Canada. Bonjour Olivier. Bonjour. Un mot pour vous décrire. Mon Dieu, un gars d'Arma. C'est ça que je dirais. C'est quoi Arma? Parce que quand j'ai lu sur vous, je dis Arma, c'est où? C'est quoi? Arma, c'est un village, en fait, d'environ 1600 habitants à 1 heure au sud-est de Québec. Donc, c'est évidemment rural au début des montagnes Appalaches, dans le plateau appalachien. Un centre de ski qui s'appelle le Massif du Sud, qui est tout près. Donc, j'ai vraiment grandi en campagne et ça a été une expérience, c'est formidable de grandir en campagne. Qu'est-ce que ça change dans qui vous êtes? En fait, je pense qu'on est souvent entouré, bien évidemment, on le sait, la population canadienne puis québécoise, la plupart des gens vivent en ville. Hein? Donc, ça apporte un regard différent sur la façon dont on fait les choses. Qu'est-ce qui vous a mené à la politique? En fait, ce qui a été important, c'est qu'il y a une décision qui a un peu changé, qui a bouleversé la vie de ma communauté puis la vie de ma famille. C'est la fermeture de l'hôpital d'Arma. En 1996, on avait un hôpital régional, mais dans le virage ambulatoire là, du Parti québécois, l'hôpital a été fermé. Et ça a créé une onde de choc dans la communauté parce que c'était vraiment, si on veut, le point d'ancrage de notre communauté, mais aussi de ma famille. Ma mère est infirmière, ma mère y travaillait. Et elle a été très active sur la mobilisation contre la fermeture, les manifestations, etc. Particulièrement une grosse manifestation là, de plus de 2000 personnes, ce qui était plus que le village en entier. Donc pour moi, ça m'a marqué, puis ça m'a fait... J'ai toujours cru qu'on avait le pouvoir, dans le fond, de changer les choses, puis que c'est par la politique qu'on faisait changer les choses. Mais à ce moment-là, moi, je viens pas d'une famille partisane, je viens pas d'une famille, mes parents n'avaient jamais eu de carte de membre. Vous n'êtes pas des bleus ou des rouges, là? En fait, mes grands-parents, oui. Mes grands-parents étaient rouges. Mes parents ont voté non au référendum de 95, et ça, je me rappelle de ça de façon assez vivide, mais au-delà de ça, on parlait peu de politique à la maison. Mes parents n'étaient pas des donateurs, n'étaient pas des membres. Ils sont devenus par la suite. Pas le choix, quelqu'un exact. Mais non, c'est le seul souvenir politique que j'ai. Mais c'est vraiment au cégep. C'est une professeure de cégep qui m'a fait
découvrir cette passion-là pour la politique, puis la politique plus partisane. C'était pas une libérale, mais pas du tout. Mais c'est elle qui m'a comme donné le goût de m'intéresser à la politique partisane. Alors, c'est de là que c'est parti. C'est quoi le plus grand défi? Parce que là, vous êtes directeur adjoint de la campagne. C'est une immense responsabilité. C'est la première fois que vous avez ce rôle-là. C'est quoi le plus gros défi d'une campagne? Ben, le défi d'une campagne, les campagnes, c'est différent d'une campagne à l'autre, hein. Puis c'est difficile. Je dis, un des défis, c'est évidemment, nous, on est à Ottawa, dans un bureau, c'est de s'assurer qu'on reste connecté avec les priorités des gens, puis qu'on reste connecté. Donc ça, définitivement un défi. Mais c'est clair qu'une campagne, c'est stressant. C'est des heures, c'est épuisant. Donc, il faut rester calme, il faut rester posé, il faut essayer de continuer à dormir, à bouger un peu. C'est des choses que les gens ne voient pas parce que de l'envers de la médaille, là, sur la vie personnelle, c'est pas facile. C'est pas facile pour les relations de couple, c'est pas facile pour l'alimentation puis la diète. Oui, non, tout le monde à sa première campagne électorale sur un avion prend 10 livres, hein, on s'entend? Oui. Ben moi, j'ai pris 40 livres entre la campagne de 2015 et mes 2 premières années au gouvernement parce qu'il y a le stress. Il y a le stress, il y a les heures de travail, on manque de temps, on s'entraîne pas, on fait rien d'autre que travailler. Alors, c'est sûr que ça, sur le plan personnel, c'est un défi, mais sur le plan politique, les défis des campagnes, c'est toujours, dans le fait, de s'assurer de rester branché, comme je le disais, sur les gens, puis de rester positif parce que c'est tentant des fois d'être très négatif. Envers nos adversaires, mais c'est comment est-ce qu'on peut établir des contrastes, puis rappeler aux électeurs que les partis n'ont pas les mêmes visions. C'est pas vrai qu'ils présentent la même vision, c'est pas vrai que peu importe quel parti va être au gouvernement, que ça changera rien dans la vie concrète des gens. Puis ça, nous, on a le devoir de mettre ça en évidence, le mettre en contraste, tout en tombant pas dans du négativisme, puis de la pub négative. La pub négative, parce que tous les partis font, genre, c'est ma 11e campagne électorale, là, donc tout le monde dit qu'ils vont faire des campagnes positives, puis tout le monde fait de la publicité négative. On sort des déclarations passées de ses adversaires un peu hors contexte, on attaque leur position. Tout le monde cède à la publicité négative et aux attaques. C'est parce que ça marche, finalement. En fait, je pense qu'il faut faire la distinction entre de la pub négative puis de la pub qui vient mettre des positions en contraste. Donc, je pense qu'il y a une différence entre des attaques personnelles sur une personne qui ne sont pas fondées, puis de la substance sur ce que ces gens-là pensent, leurs opinions, ce qu'ils disent. Donc ça, évidemment, ça doit être mis de l'avant parce que le contraste doit être établi. On n'a pas la même vision que Andrew Scheer sur ce qui est de l'avortement. On connaît sa position personnelle. On connaît la position personnelle du chef conservateur sur l'enjeu environnemental, par exemple. Donc c'est sûr que ça, c'est des contrastes importants. Mais des publicités là qui sont noires, sombres, avec de la musique épeurante, comme on a vu d'autres partis faire, on fait pas ça. Comme Paul Martin avait fait avec les blindés dans les rues de Montréal, si les conservateurs étaient élus. Tout le monde a fait cette erreur-là à un moment donné, là. Exact, puis c'est tentant. Mais nous, la dernière élection, puis je le rappelle, en 2015, j'étais au quartier général aussi à Ottawa. On n'a pas fait de pub négative. On n'a pas fait de pub où on voyait des photos retouchées de Stephen Harper, noir avec de la musique de films d'horreur. On n'a pas fait ce genre de choses-là. Il y a d'autres partis qui le font, mais nous, on fait pas ça. Mais c'est vrai qu'on a un devoir, par contre, de rappeler aux citoyens qu'on n'a pas les mêmes opinions, qu'on ne présente pas les mêmes options. Et puis un gouvernement libéral versus un gouvernement conservateur ou un autre gouvernement, ce sera pas la même chose pour les citoyens. La caravane, les annonces quotidiennes, les photo-ops, dans la petite famille, le serrage de main, il y a une immense mise en scène autour de ça. Est-ce que c'est pas une campagne électorale, ça devient pas un gros spectacle? Mais au-delà de la campagne électorale, puis de l'aspect médiatique, faut dire que nous, de notre côté, j'étais avec M. Trudeau sur la caravane cette semaine. Il a visité plusieurs circonscriptions. Et c'est du vrai monde, là. Quand on débarque dans un marché public, puis il se promène, les gens qui sont là, oui, c'est sûr que le candidat est là, puis il a apporté sa famille, puis 2-3 amis, mais la majorité des gens qui sont là, c'est pas des gens qui étaient au courant d'un qui allait être là, et c'est pas une mise en scène. La réaction des gens, elle est authentique, elle est vraie. Donc, c'est sûr qu'il y a des événements, par exemple des rallyes qui
qui sont des rallyes principalement c'est des militants qui adhèrent. Mais sauf que M. Trudeau a jamais eu peur de se rendre dans le métro, de se rendre dans la rue de Montréal, puis d'aller à la rencontre des vrais citoyens. Puis il le fait encore cette semaine à Trois-Rivières, à Nicolet, à Saint-Hyacinthe et à Sherbrooke. J'ai une question qui est différente pour chacun d'entre vous, puis qui est relative à votre parti. T'essaies de la lire à l'envers, c'est cute. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs libéraux de 2015 qui... Votre premier ministre, Justin Trudeau, avait mis les attentes tellement hautes, tu sais, puis qui sont déçus. Qui disent, finalement, il est un politicien comme les autres. Il a fait, tu sais, il a pas été à la hauteur de la promesse puis de ce qu'il avait fait miroiter. Ils sont déçus. Pas qu'ils l'aiment pas, mais ils sont déçus. Moi, c'est pas ce que je sens chez les gens. Enfin, je suis pas d'accord avec cette prémisse-là. Par contre, c'est vrai que gouverner, ça implique des décisions difficiles. Parfois, dans la vie, on a des décisions que c'est une bonne décision versus une mauvaise décision, mais en politique, ça arrive souvent que tu as une mauvaise décision à prendre. Les deux options, c'est pas des options idéales, mais tu dois trancher. Ultimement, tu es le dernier arbitre. Il y a une étude qui a été publiée récemment qui démontre que le gouvernement de M. Trudeau, le gouvernement libéral, a respecté 92% de ses promesses. OK, c'est du jamais vu. Donc, quand vient le temps de respecter les promesses, on en a fait un cheval de bataille et les ministres ont reçu des lettres de mandat au début du gouvernement pour leur dire, rappelez-vous ce qu'on a promis, c'est A, B, C, D et vous devez respecter ces promesses-là. Il y avait un suivi régulier qui était fait sur un site web public où toutes les promesses étaient suivies. Alors, les électeurs, je pense que de façon extrêmement général, ils reconnaissent qu'on a fait ce qu'on avait promis de faire. C'est sûr qu'il y a des éléments... Mais tu sais, M. Trudeau, lui, il est plus l'idéal tout beau, plein de promesses qu'il incarnait quand il a été élu. Mais je pense il est écorché par 4 ans de pouvoir, par les choix qu'il a fait, les erreurs et tout le reste, là. Mais, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on est au gouvernement, comme je l'ai dit, il y a des choix difficiles à faire. Mais quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, quand on regarde qu'on a le plus bas taux de chômage de l'histoire du pays, depuis qu'on prend des statistiques, là, c'est pas rien, qu'il y a 1 million d'emplois qui ont été créés à travers le pays, qu'il y a des projets de transport en commun là qui démarrent partout. Le tramway de Québec a été annoncé. Vous avez le REM à Montréal, la ligne bleue, que le pont Champlain a été terminé, qu'on a enlevé le péage, qu'il y a 850 000 Canadiens sortis de la pauvreté, dont 300 000 enfants. Alors, toutes ces mesures-là, dans le fond, les gens voient quand même tout ce qui a été fait, le travail qui a été accompli. Mais ceci étant dit, on peut pas se croiser les bras puis penser que tout est fait. Il reste énormément à faire. Puis les électeurs ont un choix. Est-ce qu'ils veulent aller de l'avant? Ils veulent revenir en arrière aux années Harper. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va devoir continuer à rappeler aux gens. Parce que le travail est pas complété. Il reste beaucoup de travail à faire. C'est quoi la différence entre le Québec et le Canada dans votre métier? La différence entre le Québec et le Canada, j'aime souvent rappeler à mes collègues qu'au Québec, on est, et c'est positif, on a un petit côté plus sanguin. On a un petit côté là plus, on est plus émotif sur certains enjeux, on est plus démonstratif. On tend à voter. C'est la même réponse que m'a donné Marc-André Leclerc. Ah oui? Ah, ben, je suis pas surpris. Je m'attendais tellement pas à ça de vous, là. Mais je suis pas surpris parce que moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, mais je viens de Québec, puis j'ai fréquenté beaucoup d'amis anglophones et francophones à l'Université d'Ottawa, mais on vote tous, chaque électeur vote, il y a une partie qui vient du cœur puis une partie qui vient de la tête. C'est souvent ce que j'aime dire. Et j'ai toujours trouvé qu'au Québec, et c'est pas négatif, mais on vote un pourcentage plus élevé vient du cœur qu'ailleurs au Canada. Alors, est-ce qu'on aime le chef? Est-ce qu'on irait prendre une bière avec le chef? Est-ce qu'on a un sentiment émotif envers le parti, envers le chef? Alors, on est peut-être un peu moins cartésien que certains autres Canadiens qui vont vraiment Comment plus on fait regarder. quand on est organisateur pour pondérer ces deux éléments-là?
Ben, je pense qu'il faut parler à l'ensemble des Canadiens, il faut parler à l'ensemble, faut parler aux Québécois aussi. Les enjeux ne sont pas si différents. Les enjeux au Québec, des enjeux dans le reste du Canada, évidemment, on a toute la question de l'identité au Québec, puis les juges bilingues à la Cour suprême, par exemple, que notre gouvernement a mis en place, et une nomination aussi pour s'assurer qu'on ait une bonne représentation. Mais de façon générale, les enjeux qui reviennent aux portes, c'est les mêmes. C'est à la fin du mois, c'est difficile. Les loyers sont chers, les prix des télécommunications augmentent. C'est les mêmes enjeux. Est-ce que j'ai assez d'argent pour ma retraite? Est-ce que mes enfants vont avoir assez d'argent pour se placer sur le marché du travail? Alors, c'est des enjeux très quand même similaires, mais c'est sûr que il y a un aspect émotif qui est différent au Québec. Une anecdote sur la vie politique que seuls des gens de l'intérieur peuvent savoir? Moi, j'ai rencontré l'amour de ma vie alors que j'étais au bureau du premier ministre et c'était un autre employé. La première réunion, 2 semaines à peu près après la formation du gouvernement, lors d'une réunion sur on planifiait le premier avion d'arrivée des réfugiés syriens. Alors, tout a commencé là et ça a amené au mariage. Alors, tu as rencontré l'amour de ta vie au bureau du premier ministre. Exact. La leçon la plus importante que vous avez apprise? La leçon la plus importante. En politique, il y a jamais, faut être autocritique. Jamais ne rien prendre pour acquis. Non plus. Je pense que la dernière élection, on a prouvé qu'on pouvait faire une campagne. Personne, à plusieurs mois des élections, pensait qu'on allait gagner un gouvernement majoritaire. Mais on a gardé les yeux sur la balle. On est resté concentré pendant la campagne. On a fait une campagne positive. On avait un plan de match et on l'a suivi. Et ça, pour moi, c'est une leçon importante. Puis on va continuer d'appliquer cette leçon-là. Merci. Bonne campagne. Ça fait plaisir. Merci. Bonne campagne toi aussi. Méchant marathon, hein? 4 organisateurs. Marathon de contenu et de logistique, quand même. Tout à fait. Effectué dans la grâce de ta conduite. Donc, prochain rendez-vous du côté du Bloc québécois avec leur organisateur Christian Picard. Christian Picard, c'est un souverainiste de toujours, là, qui a embrassé la cause du Parti québécois. Je pense qu'il avait 17 ans à l'époque de Jacques Parizeau. Et c'est quelqu'un qui a gravi les échelons militants et organisationnels du mouvement souverainiste. L'aile jeunesse du PQ, ensuite organisateur. Il a déjà été candidat, chef de cabinet de Yves-François Blanchette. Il a aussi été candidat pour le Bloc québécois, donc c'est un vrai, là, un passionné de politique, vous allez le voir. Et puis, mais lui, comme organisateur, donc, c'est sur ses épaules, entre autres, que repose l'idée de rebâtir une organisation, Bloc québécois, qui est capable de livrer là, les 20 comtés, les 20 députés qu'espère faire élire le parti dans le cadre de cette élection. Et la complexité de ça, c'est que dans bien des cas, le Bloc se retrouve souvent dans des courses à 3. Il y a même certains comtés où c'est des courses à 4. Et donc là, dans ces contextes-là, la qualité de l'organisation devient cruciale parce que c'est des comtés où ce sont 200, 400, 1000 votes qui font la différence. Et donc, la différence entre une victoire et une défaite repose souvent beaucoup sur la qualité de l'organisation. Donc ça, c'est un des défis auxquels est confronté là, Christian Picard dans le cadre de cette campagne. Super. On est arrivé. Oui. Christian Picard, bonjour. Pour commencer, je vous demanderais de vous présenter puis de nous donner votre titre dans la campagne actuelle. Là. Donc, je suis Christian Picard. Mon titre, c'est responsable de l'organisation. Et j'ai été, moi, dans le privé la plupart de ma carrière, mais depuis 2012, je suis devenu chef de cabinet d'Yves-François Blanchet à l'environnement. Et depuis, j'ai été candidat aussi pour le Bloc en 2015 et pour le Parti québécois en 2018. Donc, vous êtes un peu réduire de la souveraineté.
Je suis un indépendantiste depuis 87, oui. Ah, oui. Si on cherchait un mot pour vous décrire, ça serait quoi? Passionné. Ouais. Passionné par ce que je fais, ce que je défends, oui, en effet. Donc, et je vis bien avec ça. Je suis à l'aise. Vous savez, j'ai 48 ans maintenant. On apprend à se connaître avec le temps. Puis on apprend à s'aimer comme on est aussi. Donc, je suis à l'aise avec ça. Qu'est-ce qui vous a mené à la politique? Elle vient d'où cette piqûre pour vous de la politique? Puisque ça fait depuis 17 ans là, que vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre au sein du mouvement souverainiste. Là. Ça fait plus de 30 ans, en fait. Donc, en 87, j'ai pris ma carte de membre en novembre. Si vous vous rappelez, novembre 87, c'est le mois où René Lévesque est décédé. Mais avant ça, j'étais déjà à l'affût dans mes cours d'histoire. Et c'est là que j'ai eu la piqûre dans mes cours d'histoire du Québec. Et puis, je répliquais au professeur en demandant pourquoi les Québécois se sont laissés faire, pourquoi ils n'ont pas réagi. Et donc, plus ça avançait, plus je trouvais que notre peuple ne devait pas être subordonné à un autre, comme les 193 autres pays du monde. Et puis, j'ai choisi de continuer mes études en histoire, mais j'ai choisi de ne pas seulement qu'observer, d'écrire l'histoire, mais plutôt d'être actif. La caravane, les annonces quotidiennes, vous avez, parce qu'il faut dire, vous avez été candidat dans un comté, vous avez travaillé le comté, là, pour faire sortir chaque vote dans Chambly, etc. À la dernière élection. Mais là, tout le monde, on parle des chefs dans leur autobus, en train de faire des photos avec la petite famille, puis faire des petits sandwichs, puis aller jouer au parc, puis c'est pas un spectacle, tout ça? C'est une façon de le voir, mais moi, ce que je considère, c'est que quand on rencontre un citoyen, puis on le revoit une semaine plus tard, puis on se salue, puis il me reparle de d'autres dossiers, nécessairement, c'est pas seulement un spectacle. Donc, on établit des liens avec les gens et les gens veulent nous parler et nous passer leur message, leur perception des choses. Même Donc, pour les chefs? Pour les chefs, c'est certain. Les chefs aussi se font interpeller. Les gens veulent leur passer des messages, veulent leur dire leur perception des choses. Certains sont plus à l'écoute de d'autres. Moi, j'ai la chance de travailler avec Yves-François Blanchette, qui l'est à l'écoute. Et puis ça, je suis très heureux de ça, très fier de ça. C'est aussi mon ami. Donc, moi, je suis là aussi par loyauté. Et c'est une valeur importante pour moi. Mais donc, lui, quand il se promène dans les événements, il est quelque chose à regarder. Je vous le recommande d'aller voir ça. Mais, c'est impressionnant. Et c'est un test de leur authenticité aussi. Oui, je pense que les gens évaluent ça. Je pense que la principale chose que les citoyens évaluent quand ils rencontrent une personne, c'est pas nécessairement ce qu'il va leur dire. C'est est-ce que je suis capable de lui faire confiance, puis est-ce que ce qu'il me dit, ça semble vrai puis authentique. Moi, je pense que c'est ça principalement que les gens évaluent. J'ai demandé à vos collègues des autres partis qui sont nationaux, c'était quoi la différence entre un électeur québécois et canadien. Donc, je peux pas vous demander la même question, vous adresser. Mais je vais prendre la réponse puis je vais vous demander votre analyse. Les Québécois, est-ce qu'ils votent avec leur tête ou ils votent avec leur cœur? Écoutez, ça, ce que vous me demandez, c'est la somme des électeurs. Parce que sur les 6 millions d'électeurs, il y a des gens qui votent avec leur tête, il y en a d'autres qui votent un peu plus avec leur cœur. Si on pense à la somme, moi je pense que le cœur est là pour beaucoup. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui regardent le Bloc québécois puis tout le monde se rappelle ce que moi j'appelle les belles années du Bloc, là, tu sais, quand il était, tu sais, il y avait... Vous parlez de l'année prochaine? Non, mais tu sais, genre, tu sais, 93 à 2008, mettons, là, tu sais, quand il y avait une masse critique aux communes, ils faisaient avancer des dossiers, le déséquilibre fiscal, le supplément de revenu garanti, les jeunes contrevenants, ils définissaient une partie du discours politique au Québec. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, à cause de la force du nombre, mais il y a aussi un désintérêt face au mouvement souverainiste. Les gens se disent, dans le fond, c'est à Ottawa que ça va se régler. À quoi il sert le Bloc en 2019, là,
et ça, sortez-moi pas défendre les intérêts du Québec, là. Ça, c'est mais Si en vous voulez, je le 2019, Oui. par rapport aux autres années, à quoi il sert le Bloc maintenant? Moi, ce que j'aime dans votre description, c'est que non seulement vous avez décrit les belles années du Bloc, mais vous avez décrit les belles années du Québec où le Québec était dominant au Parlement fédéral et obtenait des choses pour les citoyens du Québec. C'est ça que vous avez décrit. C'est ce que tous les commentateurs reconnaissent au Bloc québécois. Alors, il en tient qu'aux électeurs du Québec pour que le poids du Québec redevienne celui qui devrait être, celui d'une nation qui se doit de recevoir ce à quoi il a droit. Et depuis ce temps-là, depuis que le Bloc n'est plus là, qu'est-ce que tout le monde constate? C'est que le Bloc n'est plus à l'agenda, le Québec n'est plus à l'agenda, que nos dossiers ne sont pas portés, que le Parlement vote pour des dossiers, des projets comme Muskrat Falls contre le Québec, des dossiers semblables à ça. Donc, il faut que le Québec retrouve une place qui lui appartient et qui fait en sorte qu'on reçoive notre dû. Quand on n'a pas de contrat pour la DVI pendant des années et des années et que c'est considéré comme le meilleur chantier naval en Amérique. Ils vont l'avoir, là, leur contrat. Donc, les libéraux vont dire, ça montre que ça marche, on vous écoute, on vous entend. Tramway, Québec va avoir son tramway. On a trouvé un deal pour les débuts de la ligne rose. Monsieur, mais sur 100 milliards de contrats, avoir quelques centaines de millions, ce n'est pas la proportion que le Québec doit avoir. Les Québécois payent leurs impôts au fédéral, OK? Donc, ils ont droit à avoir une portion qui représente ce qu'ils sont. Ça, c'est 23% de la population. Et donc, lorsque il faut se battre pour avoir des moins de 3%, en fait, il y a personne qui se bat pour nous, là. Les seuls qui se battent pour nous et qui adressent ces situations-là, ce sont nos 10 députés du Bloc. Les autres sont prêts à voter pour les contrats Halifax et Colombie-Britannique sans problème. Oui, mais vous êtes d'accord? Je veux pas, on fera ça va être tout le thème de la campagne électorale, mais comme intervieweuse, il faut quand même que je vous dise que les libéraux, par exemple, les députés du Québec, du Parti conservateur, diraient qu'ils ont tous poussé fort pour que la DVI finisse par avoir une part de ces contrats-là. Donc, finalement, sans qu'il y ait une dynamique bloquiste, il y a un poids des députés québécois en faveur d'un enjeu unanime qui a finalement fait bouger le gouvernement. Il faut le reconnaître, ça. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est pas suffisant et qu'ils n'ont pas, à mon avis, fait le travail. Quand tu proposes un montant pour soutenir le développement hydroélectrique de Muskrat Falls pour concurrencer Hydro-Québec, puis tu es le NPD, les libéraux puis les conservateurs et tu votes pour ça et que tu viens du Québec, tu votes contre ta propre entreprise qui appartient aux Québécois. Ou pour l'intérêt national. Ça, j'aimerais ça, qu'on leur pose la question, pourquoi vous votez contre Hydro-Québec? Je suis sûre qu'ils vont se la faire poser. Ouais. C'est quoi la clé d'une bonne organisation pour affronter le défi d'une campagne, là? Je crois que c'est vraiment de donner les responsabilités aux personnes selon leurs forces, selon leurs compétences et pas seulement que basé sur l'expérience. L'expérience, c'est excellent. C'est toujours pertinent. Mais les comportements, les compétences, les réflexes, ça, c'est encore plus important à mon avis. Donc, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit pour les responsabilités. Et ensuite, de se faire confiance comme équipe parce que on fonce à une rapidité qui est quand même extraordinaire et on doit serrer les coudes avec l'équipe. Parce qu'il va y avoir des écueils, là. Ça ira pas toujours bien, là. Moi, c'est jamais arrivé qu'il n'y en ait pas, là. Et là, j'aurais plein d'expériences à raconter, mais l'important, c'est de se faire confiance et de ne jamais présumer que ton collègue qui a échappé à quelque chose, ne jamais présumer qu'il a fait ça sciemment. Donc, c'est une erreur et on rattrape ça en équipe rapidement. Faut savoir se pardonner. Exactement. Pardonner, pas de ressentiment. On regarde en avant, puis on fait ce qu'il y a de mieux pour aller chercher
pour atteindre nos objectifs. Quand est-ce que quelque chose comme ça vous est arrivé? Racontez-nous un exemple ou... Bon, ben, c'est des vieilles campagnes, là, c'est pas grave. Référendum de 95 à Longueuil. J'étais responsable de la sortie de vote à ce moment-là. Et puis, il est arrivé certains enjeux qui faisaient en sorte que notre local était visé par des vandales. On a eu un soir où on n'a pas eu de surveillance. C'était une semaine avant ce qu'on appelle le BVA, le vote par anticipation. Les lignes téléphoniques ont été coupées à la hache. Bon, ça, c'est arrivé. Si on avait eu notre sécurité dans le local, qui devait dormir là pour s'assurer qu'il n'y a personne, qu'il n'y ait rien qui se passe. Vous aviez quelqu'un qui dormait dans le local juste pour protéger? Dans les 2 dernières semaines, étant donné la situation, oui, ça brassait à Longueuil. Ah oui, certainement. Mais il faut avouer que le peuple québécois a réussi à faire ce débat-là de façon tout à fait démocratique. Il n'y a pas eu réellement d'enjeux de sécurité, de gens qui se sont approchés, des choses comme ça, des choses qui arrivent dans de nombreux pays. Moi, je pense que ça a été, en plus avec un taux de votation exceptionnel. Ben justement, vos quelques lignes de téléphone coupées, vous vous êtes pas demandé s'il n'avait pas été coupé, si ça n'aurait pas pu faire une différence? Ben, on a trouvé des solutions alternatives rapidement parce qu'on a travaillé en équipe. On s'est serré les coudes. Au lieu de faire les téléphones du local, on est allé les faire chez quelqu'un. Et puis, on a pu poursuivre. On a eu quelques heures d'arrêt d'appel. Mais puis, on s'est organisé avec Bell pour que les réparations se fassent rapidement. Mm-hmm. C'est quoi la leçon la plus importante que vous avez appris en politique? Le respect de l'être humain. Je crois que moi, j'ai été beaucoup influencé par Nelson Mandela, son discours. Et puis, même son défend des causes, comme lui l'a fait. Il aurait pu crier vengeance en prenant le pouvoir. Et il a démontré à tout le monde que c'était pas ça la solution. La solution, c'était d'avoir une attitude qui amenait tout le monde à s'élever d'un cran. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça que quand je rencontre un adversaire, c'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique qui n'a pas les mêmes objectifs, mais c'est avant tout un être humain. Et puis, la politique, c'est une façon de gérer comment nous encadrons comme société. Et puis, il a droit à avoir une opinion différente de la tienne. Et puis, il a droit au respect. Et puis, ça, c'est une valeur fondamentale que j'ai pu comprendre en chemin, que je n'avais peut-être pas à 16 ans. Mais que j'ai découvert en chemin avec Nelson Mandela et avec mes expériences. Merci beaucoup. Merci. Ils sont jeunes en général, hein, les organisateurs politiques, parce que ça prend une énergie folle. Oui, ils sont plus... je pense qu'il y a un changement peut-être de génération qui est en train de s'opérer. Quand moi, je suis arrivée à Ottawa, les organisateurs politiques étaient beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont maintenant. C'est sûr que l'organisatrice responsable du terrain au Québec pour le NPD, Marie-Ève Saint-Onge, c'est la plus jeune du lot. Elle a été adjointe d'Alexandre Boulris. Et vous allez voir, elle laisse pas son jeune âge l'intimider là, par rapport à ses confrères et surtout par rapport à l'ampleur de la tâche qu'elle a devant elle, alors que le parti a même pas les moyens, faut le dire, là, d'avoir une tournée du chef avec l'avion, comme le NPD l'a toujours fait dans le passé. Là. On a un QG qui va fonctionner avec des ressources réduites. Et donc, non seulement est-ce que le NPD est moins populaire, trouve moins d'écho au sein de l'électorat, mais il est dans une position où il y a moins de moyens pour surmonter cette tendance lourde-là. Et donc, c'est comme si on a un double défi là, dans cette campagne-là du côté du NPD. Et c'est ce qui rend la tâche particulièrement difficile d'un océan à l'autre. Mais au Québec aussi, à cause de la force du symbole, tu sais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la mort de la vague orange? Et c'est contre ça qu'ils se battent ici au Québec, les néo-démocrates. Alors, Marie-Ève, nous voici. On te rencontre dans le local électoral de Nima Machouf, votre candidate dans Laurier-Sainte-Marie.
Donc, je peux te faire une question? Oui. Quel âge vous avez? J'ai 30 ans. 30 ans, OK. C'est la plus jeune, hein? Un peu. Les femmes, Mais- on est toujours un peu plus intelligentes plus rapidement. C'est ça. Alors, on y va? Donc, pour commencer, je vous demanderais de vous présenter puis de nous donner votre titre. Donc, je m'appelle Marie-Ève Saint-Onge. Je suis la directrice de la section Québec du NPD. Bonjour, Madame Saint-Onge. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Pour commencer, un mot pour vous décrire, ce serait quoi? Je pense optimiste. Ça, c'est une réponse de politicien. Optimiste, ambitieuse, aussi qui a pas peur... qui a pas peur... Fonceuse. Peut-être que ça aussi, là, il y a ça, là, fonceuse, qui a pas peur non plus des défis, puis d'y aller de l'avant, de se battre pour ça, en quoi je crois. Ouais. Est-ce que vous êtes comme ça depuis toujours? Ça vous vient d'où, ça, dans votre enfance, dans votre éducation? Mon père et ma mère sont des personnes qui ont toujours cru en nous. Puis je fais beaucoup de sport, en fait. J'ai vraiment fait beaucoup de sport au niveau athlétique performance. Puis par la suite, j'ai transformé ça dans ma vie au niveau de l'éducation, puis au niveau aussi professionnel. J'ai tout le temps été très têtue. Fait que quand je voulais quelque chose, je faisais tout pour l'avoir. OK. Et puis, qu'est-ce qui vous a mené à la politique? C'était vraiment un pur hasard, je dirais. Donc moi, j'ai fait mon bac puis ma maîtrise en sciences politiques en études internationales avec l'idée de faire une carrière à l'international. Puis quand je suis arrivée, j'ai commencé à voyager. Donc j'ai habité au Brésil pendant presque 1 an. Puis quand j'étais au Brésil, c'était Harper qui était notre premier ministre. Puis quand je voyais ce qui se passait au pays, je voyais ce qu'il faisait, je voyais les coupures, je voyais les coupures dans les programmes internationaux, je voyais les coupures partout. Je me suis dit, c'est pas ça le Canada que je suis en train de représenter, c'est pas ça que je veux pour chez nous. Fait que je me suis dit, avant de vouloir aller à l'international, je vais commencer par changer mon pays, changer ma société pour ce que je voudrais qu'elle soit. Puis quand je suis revenue au pays, en fait, j'ai trouvé un stage dans un bureau d'un député qui s'appelait Alexandre Boulris. J'avais toujours été proche du NPD. Comment ça? C'était Jack. Peut-être comme pour la majorité des Québécois. Mais vous êtes tombé en amour avec Jack et le NPD en 2011 ou avant? En 2006. En 2006, En OK. 2006. Fait que moi, les premières images que je me rappelle, en fait, de mon éducation politique ou de mon implication politique, c'était la campagne en 2006. Puis dans ma tête de fille de 15-16 ans, je me disais, pourquoi est-ce que les adultes ne votent pas pour lui? Ce qu'il dit est tellement plus sensé, tellement plus intéressant que tous les autres politiciens. Pourquoi est-ce que les gens votent pas pour lui? Je vais pas faire de l'agisme inversé, mais il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont dire, mon Dieu, elle est toute jeune, elle est plus jeune que les autres, elle a moins d'expérience. C'est la preuve que dans le fond, le NPD, ils seront pas prêts au Québec. Je pense pas. Je pense que les gens sont tannés de la vieille politique, sont tannés des vieilles manières de faire, sont tannés des vieux messages, sont tannés de tout le temps voir des hommes blancs à la télévision. Puis je pense que justement ce que le NPD peut apporter, c'est un visage nouveau de faire la politique. Ils ont tout le temps été nouveaux, ils ont tout le temps eu une manière plus rafraîchissante que les autres de faire la politique, mais je pense qu'avec la direction qu'on a présentement, c'est encore plus vrai. Puis t'as bien beau avoir fait de la politique pendant 30 ans, si t'as été pendant 30 ans mauvais, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui est nouveau, mais qui est bon puis intelligent. Et comment vous décririez votre rôle dans la campagne? Parce que on s'entend, là, c'est plus difficile maintenant qu'en 2015, là, organiser le NPD au Québec, là. Et c'est sûr. En 2015, on sortait aussi avec une 50aine de députés sortants. Donc, la structure était beaucoup plus solide. Moi, je compare, en fait, la campagne présentement beaucoup plus à 2011 qu'à 2015. Donc, en 2011, on va avoir une campagne qui va être relativement similaire où est-ce que on recrute des candidats qui sont super engagés. Puis on leur donne tous les outils nécessaires pour faire les meilleures campagnes possibles. Donc, au niveau de la campagne, moi, j'ai commencé mon rôle depuis 1 an. Puis, je suis allée chercher des nouvelles personnes, mais je suis aussi allée chercher des personnes qui étaient là, qui étaient impliquées depuis longtemps. Le Québec, c'est juste une province dans une campagne nationale. Quel rôle joue le chef dans votre travail? C'est central. Donc, le rôle du chef est assez central. Parce que peu importe ce qu'on dira, en fait, les médias, les gens voient d'abord et avant tout le chef. Donc, c'est vraiment lui qui attend. C'est pas ça le problème au NPD?
Je pense pas. Je pense qu'on a beaucoup d'autres. On a eu plein de problèmes. OK, je pense qu'on a eu plein de problèmes. Mais présentement, le chef, je le vois vraiment pas comme un problème. Je pense que, puis en fait, moi, je vois pas les problèmes comme des problèmes, je les vois comme des défis. Donc, on a plusieurs défis présentement qu'on doit affronter. Je pense qu'un des premiers défis pour notre chef, en fait, c'est qu'il est méconnu. Donc, les gens, en fait, c'est quand même impressionnant. Tout le monde reconnaît Jagmeet. Tout le monde le reconnaît, mais personne le connaît. Donc, ça, c'est un de nos défis. Je pense que les gens vont même pas savoir qu'il parle français. Aussitôt qu'ils l'entendent parler français, par contre, le monde se dit « Wow, c'est impressionnant, son français. Il parle même mieux français que Andrew Scheer. » Même certains vont dire qu'il parle mieux français que Justin Trudeau, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, je pense qu'un de nos défis, effectivement, c'est que les gens, les Québécois, doivent apprendre à connaître qui est réellement notre chef, puis quelles sont ses valeurs. Le pire défi auquel vous êtes confrontés dans la campagne, c'est quoi? L'ennui, l'ignorance. Que les gens s'attardent même pas à ce qu'on dise. Quand on voit là, les grandes campagnes nationales, là, c'est des chefs qui font des photo-op avec la petite famille dans la cuisine. On se met devant une chute pour parler de l'environnement. Il y a beaucoup de mise en scène. Est-ce que ça alimente pas le cynisme? Je veux dire, il y a des gens qui disent que ça alimente le côté spectacle de la politique au lieu de parler des enjeux. Je pense que ce qui alimente le cynisme le plus, c'est les promesses qui sont par la suite pas tenues. Ça, c'est beaucoup quelque chose que qu'on voit quand les gens ils nous parlent. C'est cette déception envers les politiciens. Donc, rarement, les gens vont nous dire « oui, tout ce show de boucan-là, la fin, il va toujours être show de boucan pour finalement peu de résultats. » Donc, je pense pas que ce soit le show de boucan qui attise le cynisme, mais le peu de résultats, puis en fait, l'impression qu'on se fait berner. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui voient le NPD dans cette campagne-ci, puis qui disent le NPD de 2019, là, c'est pas mon NPD de Jack Layton en 2011. Je me reconnais plus là-dedans. Je dirais, attendez la campagne électorale. Donc, en fait, on a, durant les prochaines semaines, je pense que les gens peuvent dire ça parce qu'on n'a pas été autant présent qu'on aurait voulu durant les dernières années au niveau des médias, ou quand on était présent, on n'était pas pour défendre nos idées ou parler de notre plan. Donc, je pense que durant les prochaines semaines... Donc, il y a eu 1 an et demi de perdu, là. Je dirais pas 1 an et demi de perdu parce que au sein de notre parti puis au sein de nos équipes, ça nous a permis d'aller plus loin. Ça nous a permis d'apprendre. Ça nous a permis de se focusser sur exactement ce qu'on voulait dire. Fait que je dirais aux gens, regardez-nous durant les prochaines semaines, écoutez ce qu'on a à dire. Puis, donc moi, ça fait quand même longtemps que je suis néo-démocrate, mais la campagne qu'on va présenter, c'est une campagne qui, moi, en tant que progressiste, en tant que jeune, me parle beaucoup, puis m'inspire. C'est sûr que je ferais pas ça si j'étais pas passionnée là-dedans. C'est Just Watch Us, c'est ça? J'aurais pas l'affront de dire quelque chose comme ça, mais je dirais aussi un truc, au début, tout peut changer durant une campagne électorale. Puis les dernières campagnes électorales, il y en a que des exemples, mais dans une campagne électorale, tout peut arriver. Donc, je dirais, restez sur vos gardes au lieu de Just Watch Us. Ah, c'est bon, ça. C'est quoi la différence? C'est difficile pour les partis nationaux comme le NPD de concilier les deux réalités canadiennes. Il y a le Québec, puis il y a le reste du Canada. Puis c'est sûr qu'il y a des enjeux communs, mais il y a des grandes différences. C'est quoi, d'après vous, la différence entre le Québec puis le reste du Canada? Je pense que la différence principale est vraiment au niveau de la culture puis de la langue. Donc, on a un héritage culturel au Québec qui est tellement différent du restant du Canada. C'est sûr que les bases sont similaires, mais notre héritage culturel est très différent. Puis aussi, notre héritage culturel fait aujourd'hui que le Québec demeure dans une bulle au niveau autant culturel
que médiatique. Quand on dit des choses au Québec, ça doit être pensé avec un cerveau... ça doit être pensé d'abord et avant tout avec un cerveau francophone, je dirais. Pas nécessairement francophone, mais un cerveau québécois, que ce soit après ça de n'importe quelle langue. Là. Mais ça doit être pensé avec un cerveau québécois. Donc, je pense que c'est ça une des plus grandes difficultés. Vous n'avez pas un immense bagage comme organisatrice, mais tout le monde sait que les campagnes électorales, c'est plein d'anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qu'on vous a contée? Une histoire de guerre, là, tu sais, comme on dit, là, qui vous reste marquée dans l'esprit alors que c'est vous qui êtes en charge cette fois-ci? Il y en a tellement, puis je me dis, qu'est-ce que je peux compter, qu'est-ce que je peux pas compter? Tout le monde dit ça, genre, what goes on the road stays on the road. Je dirais que un des plus gros stress que j'ai eu de ma vie, c'était on organise, je suis la directrice de campagne d'une des campagnes qu'on a faites dans le passé, prépare le jour J, donc l'opération de sortie de vote le jour du vote. Donc, il y a une journée seulement pour aller voter. On a un local électoral qui est prêt à recevoir une 30aine de bénévoles qui vont faire du porte-à-porte, qui vont faire des appels sur notre système de téléphonie automatisé qui fonctionne sur des ordinateurs branchés à Internet. Et la veille du jour J, à 9h du soir, on a une panne, puis toute l'Internet est déconfiguré, puis on n'est plus capable de faire fonctionner rien dans le local électoral. Puis c'est un dimanche soir, les techniciens répondent pas. Quand ils répondent, nous disent « je peux pas venir avant 72 heures ». Donc, à l'intérieur de 2 heures, l'équipe de campagne fait « OK, on s'en va chez quelqu'un ». Puis en fait, on se dit, on prend tous les ordinateurs, toutes les tables. Durant la nuit, on montre un centre d'appel, on contacte tous les bénévoles qui arrivent, mais plugger tous les fils durant la nuit. Puis le lendemain, les bénévoles arrivent. Finalement, ils me disent, ben c'est le fun, on est chez quelqu'un, c'est plus accueillant. C'est le fun. Donc ça a été un des plus grands stress et des plus grands calvaires parce que tu peux juste pas manquer ta sortie de vote parce que il n'y a pas d'heure d'extra quand tu vas voter. Tu peux pas appeler le directeur du scrutin puis lui dire... Mais vous réussissez à gagner votre élection, pareil? Celle-là, non, malheureusement. Mais c'était pas à cause du système. Non. Mais c'est quoi la leçon de ces crises-là qu'on surmonte au fil des ans quand on est organisateur politique? La gestion de stress. Donc, la gestion de crise et la gestion du stress. Donc, tu apprends en fait à gérer un niveau de stress qui est incroyablement élevé, puis à réagir d'une manière qui est posée et la plus cartésienne possible. Donc ça, en termes d'organisateur, la gestion de stress, c'est vraiment quelque chose que tu apprends un peu sur le tas et qui par la suite est une aptitude que tu peux appliquer dans n'importe quelle sphère de ta vie professionnelle et personnelle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi, jeudi au Retour de Mario Dumont et le mercredi à Politiquement Incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.